Bonne année. Je suis agressif. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vais faire des vidéos en trois temps. Je vais pas vous dire un peu le contenu des deux autres, mais en bref, c'est un peu ça, la frise chronologique, c'est ça. C'est aujourd'hui, je fais un peu actu mode 2025 jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 11 janvier. Donc ouais, je veux juste débriefer un peu sur ce qui s'est passé. Et après, les deux autres vidéos, en tout cas, ça va être de la prospective. Je vous laisse juste ce mot-clé, c'est tout pour moi. Souvenez-vous, on a commencé ouais, avec le jeu des chaises musicales déjà au poste de directeur artistique des grandes maisons. Bref, il y a eu aussi la mort de Giorgio Armani, Brigitte Bardot. Bon, Brigitte Bardot, j'ai un avis rapide. Enfin, le petit privilège, tu sens vraiment que là, c'est ça, ça peut faire des miracles, hein. Parce qu'on oublie quand même ces atrocités, tous ces propos homophobes, racistes. Et elle, c'était vraiment une cisra, hein. Donc, le fait justement de valoriser ça, parce que j'avais vu dans un kiosque quand j'étais à Marseille, à Noël, et je vois, mais putain, mais Paris Match, Le Point, mais elle a fait toutes les covers, hein. Là, vraiment, c'est un pic d'audience. Et j'ai vu vite fait un thread sur Insta qui disait qu'en gros, bah oui, mais il faut quand même valoriser cette icône française. Je comprends pas, c'est comment on peut oublier l'immoralité de la personne qui a concrètement duré plus longtemps que sa carrière d'actrice. Les médias, en tout cas, enfin, pendant sa carrière d'actrice, je pense qu'elle a été un peu politiquement correcte. Mais là, c'est. Bref, je trouve ça criant. Phoebe Philo. Moi, je dis juste faut en parler parce que j'ai vu qu'en 2025, elle avait récolté 40 millions d'euros. Mais GOAT, enfin, greatest of all time. Son plan d'action, c'était de rester en D2C, donc direct to consumer, donc c'était vraiment que de l'online. Puis après, elle a quand même cédé, je crois que c'était peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, elle a quand même cédé du coup à quelques revendeurs, donc à cédé du coup à transformer vers le wholesale aussi. Mais c'était une distribution sélective. Ce que je veux dire sélective, c'est qu'en gros, c'était vraiment quelques grands comptes, hein. Elle n'était pas partout, hein. Elle était peut-être chez un Bergdorf, je pense qu'elle a dû faire Paris-Londres max, peut-être un point de vente à New York, genre un Saks. C'est une prouesse, parce que tu te dis quand même, elle joue pas au jeu de la mode actuelle. Il n'y a pas d'influenceur, il n'y a pas de défilé. Alors ça, je sais qu'on va faire un défilé, mais putain. Et c'est fou, parce que même moi, euh, c'était quand son premier drop? C'était après le Covid, je crois, hein. Ouais, son premier drop, je crois que c'était 2021. Et c'était une newsletter hyper minimaliste. Juste, avait la date de quand elle se connectait. Et même moi, ça veut dire que Phoebe Philo est une femme qui conçoit une mode féminine. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de pièce masculine. Et même moi, je me suis connecté. Alors, j'ai rien acheté, hein. Et d'ailleurs, si j'étais une meuf, j'achèterais direct. Mais par contre, les prix étaient exorbitants. On était tous choqués. Mais t'en as quand même qui avaient acheté, hein. C'était rupture de stock, hein. Donc, tu te dis en fait, ouais, c'est vraiment. Mais par contre, c'est vraiment une exception. Et je pense aussi, c'est personne bride sa vision. Elle lance un peu quand elle veut. Après, elle est quand même lâchée LVMH. Donc, il y a quand même un soutien. Euh, mais ouais, l'industrie du luxe, je pense 2026, si Phoebe Philo la continue, elle devrait être participante, en tout cas à la croissance estimée. C'est HSBC qui estime 6,5% de croissance pour 2026 sur l'industrie du luxe. Donc ils espèrent en tout cas un regain parce que là c'est vrai que c'était un peu frileux en ce moment. Des analystes du coup qui ont fait cette note. Nous espérons que 2026 commencera bien avec des consommateurs s'engageant, avec de meilleures propositions de valeur de la part des marques et une reprise des ventes géographiquement dirigées par les États-Unis et la Grande Chine. Parce que la Grande Chine, on sait que là, le marché de l'immobilier, c'est peanuts, c'est zéro. Là, c'est difficile et c'est quand même un des marchés porteurs avec le Japon. Mais le Japon, en plus, déjà, je sais que la taxe de change, en gros, la monnaie a perdu de la valeur. Donc, ouais, c'est pas évident là en ce moment. Et je m'étais noté justement en dessous que les grands dirigeants du luxe, donc tous les PDG, CEO, ça veut dire la même chose, encore une fois bilingue, ils étaient occupés, voilà j'ai mis ça, qu'ils étaient occupés à gérer un ralentissement et une série de défis. Bref, ta gueule. Mais en gros, t'as les tarifs douaniers, l'insécurité géopolitique, hein, Trump là, Venezuela et après Groenland, Groenland, oui si c'était ça. Ouais, je vais pas non plus tout politiser, mais enfin tête de cul. Les difficultés, en tout cas déjà, à avoir confiance en une marque. Et c'est vrai, il y a une faible confiance des consommateurs. Enfin, pardon. C'était un mec de BOF. Consumers are getting smarter.
products are getting dumber. It's true. It's true. And we need to meet somewhere in between and recalibrate. And you can work with people to make your products better, and you can work with people to storytell and help with that market efficiency before your customers do that for you, which is usually a bad sign for a business. Enfin, pardon, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Tu vois, c'est pour ça que Phoebe Philo, c'est une exception. C'est une exception parce que elle a un price point qui est tellement élevé, mais qui est complètement psychologique. Et aussi parce que Phoebe Philo, son savoir-faire n'est pas du tout questionné. Toutes ces collections, en fait, il y a une intemporalité qui est inhérente parce qu'elle ne suit pas les tendances. Elle ne suit pas les tendances, ou même elle ne fait pas des collections pour plaire aux CEO, au-delà de suivre les tendances. Parce que les grandes maisons, elles ne suivent pas les tendances, elles les imposent, mais elles veulent plaire aux CEO. Donc il y a des pièces quand même très commerciales. Phoebe Philo, elle fait une femme qu'elle connaît. Enfin ouais, il y a une faible confiance des consommateurs parce que ça continue à monter les prix. Faut se dire quand même qu'il y a une quinzaine d'années, enfin ouais, peut-être je valorise, mais la plupart des marques de luxe, ça s'adressait encore à une clientèle aspirationnelle. Tu avais des prix certes déjà élevés, mais c'était pas totalement inaccessible. Enfin, tu avais des pièces de prêt-à-porter qui pouvaient aller aux 300 euros. Mais tu vois, là, cette ère, elle est révolue. Là, maintenant, enfin, c'est des pièces, c'est 4 chiffres obligatoires. Et je me souviens, moi, quand je bossais chez Off-White, en fait, j'ai bossé une première année, 2021? Ouais, 2021, donc sous l'ère Virgil Abloh. Là, il y avait justement des pièces entrée de prix, donc avec le t-shirt en coton que tu pouvais avoir, je crois, à 190. Vraiment, mais classique sans logo. Bah, ce qui est logique, tu vois, même moi, je crois que c'était mon pitch, j'étais en mode, bah, si vous voulez du premier prix, j'ai le t-shirt vraiment sans inscription, sans rien, juste fait en coton. Un coton de bonne qualité, mais c'est pour ça, t'as pas non plus une marge qui est énorme, du coup, dessus, vu le prix. Malgré que tu te positionnais en marque premium, bref. Et ça pouvait monter, mais t'avais genre, je sais pas, sur l'offre en boutique, et moi j'étais au flagship, donc ça veut dire que t'as quasiment tout, euh, t'avais 10% de pièces couture, au prix couture. Et j'étais revenu l'année d'après, c'était genre 50%, ça avait switché, hein. Le t-shirt en coton basique, il était passé à 390, hein. Et t'avais genre un le denim qui avait juste un truc de l'acrylique, enfin tu vois, il était à quasi 1000 euros déjà. Et il faut se dire, Off-White, c'était une marque premium. Mais je me souviens, le discours, c'était on veut se premiumiser, devenir vraiment dans cette transition marque de luxe. Donc, et c'était ce repositionnement des rives de luxe qui, je pense, ont basculé et ont permis à des marques comme Pollen, qui est pour moi un cas d'école, enfin, c'est ça qui reprennent tous les codes du luxe. Leur communication, elle est hyper discrète. La main-d'œuvre, c'est peut-être pas fait en Italie, mais c'est fait en Espagne ou au Portugal. Donc, il y a quand même une bonne production de qualité. Et en plus, c'est souvent des marques qui sont nées sur Internet parce qu'elles ont peu de boutiques, hein. Euh, et elles font, bon, pas Pollen, mais tu vois, des marques comme Totem. Totem, elles font aussi. Et c'est pour ça, elles prennent justement cette même. Elles s'inspirent aussi quand même des grandes maisons parce qu'elles font des défilés, elles font appel à des photographes, des mannequins stars. Elles reprennent en tout cas des codes des marques du luxe. Et aussi, elles ont une communication qui est quand même assez discrète et elles ont d'un autre côté des produits qui sont bien faits, enfin des belles matières premières, des détails bien pensés. Tu vois, les sacs, si je me trompe pas, mais moi je m'étais noté, enfin je m'étais noté dans ma tête que genre ça allait peut-être de 160 à 700 quoi, 750. Et t'as quand même, bah, la preuve, t'as d'interminables files d'attente, encore aujourd'hui. Si vous voulez monter le prix, je parle des maisons de luxe, continuez à monter le prix, euh, bah, en fait, faites des produits de meilleure qualité. Parce que maintenant, en fait, on est plus intelligent, ça veut dire que j'achète un produit, je vais connaître la traçabilité, je vais connaître quelle était la communication, qui l'a porté. Évidemment, une robe portée par Elle Fanning, bah là, ok, je comprends que du coup, tu as une valorisation, parce que c'est un prix psychologique, mais qui doit se justifier derrière par quand même une qualité des matières, un produit bien fait, qui a pas des défauts, et pas genre 30 jours après, je dois dire, ah, je sais pas, le sac, putain, mais il est rouillé. Enfin, c'est une blague, tu t'attends pas à ça quand même dans une maison de luxe. Bref, colère. Haute colère, les fashion critiques, j'en ai ras le cul. Ils ont envahi mon feed sur Insta. Enfin, moi, j'en peux plus. Dire des banalités sur des noms comme Blazy chez Chanel ou, je sais pas, Demna chez Gucci. Alors que, pardon, exemple, Demna chez Gucci. Je vais vous mettre le lookbook là. Enfin, déjà, c'était une collection pré-fall. Pré-fall, donc c'est une collection commerciale qui va rester le plus longtemps en boutique. C'est pas le même objectif qu'une collection qui défile. Déjà de 1. Et
2, faut prendre un recul nécessaire quand tu analyses une collection et éviter de saboter les nouvelles directions créatives qui viennent d'arriver. Et en l'occurrence, Demna, collection pré-fall, c'est un clin d'œil à l'ère Tom Ford. La vision qui était Gucci sur l'historicité de Gucci. Arrêtez de là tout désinguer. Ouais, mais putain, c'est copier-coller. Bah putain, c'est peut-être parce qu'il voulait. Enfin, à un moment, et c'est pas sa première collection de défilé, donc forcément. Enfin, et aussi, il faut arrêter de sortir des looks de leur contexte, du contexte d'une collection. Tu sais, ils vont isoler un look. Je parle les wannabe, wannabe, mais les wannabe fashion commentateurs, quoi. Qui vont focus mode après. Donc, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'avais vu, bah ouais, le nouveau, je veux dire, le vaisseau amiral de Saint-Laurent à Avenue Montaigne. Euh, et je trouve que c'est une tendance. T'as beaucoup de labels qui réduisent leur réseau de vente, euh, leur réseau de boutiques, et qui surréinvestissent dans celles qu'elles conservent. Donc, ça veut dire que toute la partie wholesale, donc en fait la plupart de leurs points de vente physiques, Saint-Laurent notamment, ils ont fermé la plupart de leur réseau détaillant. Donc j'imagine c'est dans les grands magasins, les grands comptes, ou les magasins, je sais pas, j'imagine de bord de mer. Enfin là en tout cas, où ils étaient revendus. C'est pour ça que c'est ça le wholesale. Wholesale. À défaut de du coup, valoriser, surinvestir dans les flagships. Donc flagship, c'est vraiment les boutiques mères centrales où tu as généralement la collection hommes, femmes mélangées tout en même temps. J'avais visité et c'est vraiment conçu comme un appartement. Enfin, je crois que tu as des œuvres d'art de François-Henri Pinault, donc, qui est du coup le PDG fondateur de Kering, donc voilà, il n'a pas chômé. Il y avait, je crois, une méridienne Paul Poiret, enfin, qui avait appartenu à Yves Saint Laurent. Donc ouais, là, on valorise vraiment des points de vente clés. Et je trouve que c'est à contrario. En fait, je veux te donner un exemple. Tu avais un phénomène de cannibalisation à l'époque, hein, je crois, où Starbucks était sorti. Et c'était par exemple, admettons, tu vois, tu as l'avenue Champs-Élysées et tu as une rue adjacente, je sais pas, par exemple, rue de la Boétie. Euh, Tu vois, tu mets un flagship ou une boutique avenue de Champs-Élysées et tu en mets une rue de la Boétie. Bah, en fait, ça dilue ta clientèle sur deux points de vente plutôt que de rameuter ta clientèle à un point de vente physique, de convertir du coup plus à un endroit. Bon, je pense que c'est vraiment cette stratégie du moins mais mieux. Peut-être le nouveau slogan du milieu de la mode. Faut qu'on va voir. J'ai remarqué autre chose, c'est la mode dans les musées non spécialisés. Comme je suis au Louvre, c'est vrai que j'ai constaté que les marques et plus uniquement les musées, ils mettent en scène leurs archives. Donc elles investissent dans des lieux spécifiques. Je pense à la galerie Dior ou le musée Yves Saint Laurent qui s'offrait du coup des expositions itinérantes. Je pense à Dolce Gabbana, c'était début janvier. Euh, Ouais, c'était au Grand Palais. Et je crois qu'ils avaient attiré, mais genre, vraiment plus de 400 000 personnes à ces dates. Donc, ouais, ça marche vraiment très très bien. Et puis, tu as aussi une nouveauté, tu as quand même des musées non spécialisés de la mode. Louvre Couture, qui était, je crois, la deuxième exposition qui avait eu le plus d'entrées cette année. C'est appréciable de voir que les expositions et le marché et le monde du musée et de la mode est aussi poreux en tout cas en ce moment. Côté positif, c'est que tu as quand même cette nouvelle garde critique qui d'un autre côté sauve un peu les meubles. Donc tu as qui je peux penser Dita qui est anciennement Maverick. Qui est vraiment hyper pointu à chaque fois dans chacune de ses réflexions. Enfin, il a une maîtrise du phrasé. Vraiment, mais suivez-le. Arrêtez tout magazine qui est super aussi, hyper pertinent, suivez-le. Haute la mode, I Deserve Couture. Bliss Foster aussi sur YouTube, c'est vraiment là où je regarde. Il fait vraiment des round-up, on va dire, de vidéos d'une heure. Où il se rend au défilé, après il fait des reviews. Vraiment assez référencé parce qu'il va avoir des discussions avec les DA. Ça prend généralement un peu de temps, un peu après, ça va peut-être sortir peut-être 2 mois après les Fashion Week, mais ça vaut vraiment le coup. Au-delà du coup de Loïc Prigent qu'on connaît déjà, mais qui n'est pas pour moi fashion commentateur, il est vraiment la journaliste de mode. Mais eux, ils offrent vraiment des réactions immédiates, mais qui ont du sens, qui sont justifiées et qui offrent en fait des outils de lecture que n'ont pas les autres. Enfin vraiment, là, à un moment, il y a zéro légitimité, il faut arrêter de dézinguer aussi ces directeurs créatifs. Et je pense aussi que ça a un impact. Et à défaut où avant c'était un journaliste qui écrivait un papier désastreux, où du coup tu avais une remise en question qui était légitime parce que c'était une puissance institutionnelle, parce qu'un journaliste est lié à un média forcément. Là,
ça va être un mec sur TikTok qui fait une review et qui est liké par des milliers de personnes. Forcément, tu vois, tu prends un coup, tu te remets en question. À the end of the day, tu veux pas juste vendre au B2B, donc aux journalistes, tu fais B2B2C, donc tu veux vendre au consommateur final. Donc forcément, si tu vois le consommateur final déteste tes collections, ça va pas vendre, et après les CEO ils vont se dire ah oula, bah ils vendent pas, bon bah on le vire. Problématique quoi. Donc ouais, ça c'était mon texte, je dirais plus sur la partie business mode. Maintenant, je vais juste aborder la partie prospective. Les lunettes. Charmant. Escapisme. C'est offrir pour moi, des espaces de suspension, des parenthèses émotionnelles, genre des zones de retrait. Article en fait publié de Vogue Business. J'avais vu qui était intitulé Why Escapism is the New Marketing Currency. Donc pourquoi l'escapisme, je vais vraiment traduire littéralement escapisme, mais vous avez compris, est la nouvelle monnaie marketing. En fait, il disait du coup qu'on constate que les marques ne vendent plus seulement des vêtements, mais des mondes, des atmosphères, des narratifs, pour émotionnellement emmener les viewers vers leurs univers, leur monde. Tu fais exprès, c'est pas possible. J'en ai ras le cul. Contenu qui est nécessaire. Et pourquoi je pense escapiste, c'est parce qu'en fait, escapiste, il y a un mot évasion. Et en fait, c'est une évasion face à un quotidien, je trouve, qui est saturé de mauvaises nouvelles, de pression économique, d'injections contradictoires. Bon, je pense au gouvernement français, là. Mais ouais, que la mode, du coup, ça a besoin d'être un refuge temporaire. Et je fais là une parenthèse, c'est que je pense qu'il y a un sens sur pourquoi les campagnes publicitaires de marque s'allongent, elles se cinématisent, elles adoptent des rythmes plus lents. On ne cherche plus à produire un contenu scrollable, mais au contraire à retenir le regard, à créer une expérience visuelle qui exige du temps, de l'attention. Et la campagne Gucci, donc La Famiglia, pas sûr de l'accent italien, bancal. Bah, en fait, c'était un court-métrage moi je l'ai vu sur Insta, et ça proposait des figures archétypales, genre vraiment issues de l'imaginaire de luxe, et je pense d'ailleurs qu'étaient les clientes, toutes en fait les clientes de Gucci. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs ça fait sens, parce que t'avais la princesse, l'héritière, la femme fatale, le corps sacralisé mais distant, enfin bref, on était loin du simple lookbook animé. Euh, C'était vraiment, on convoquait les codes du cinéma, quoi. Du drame psychologique, il y avait Demi Moore, je me souviens. Enfin, ouais, d'ailleurs, le casting étoilé. Ouais, t'es même vraiment dans un petit thriller esthétique, je dirais. Et là où les campagnes, justement, elles rassurent, mais franchement, qu'est-ce qu'on se fait chier à chaque fois. Là, franchement, la fin 2025, je vois les campagnes, c'est toujours un peu intellectuel, fond studio. Enfin, vraiment, tu te fais chier, quoi. Donc. Là, on accepte de déranger, de laisser une impression ambiguë. Elles sont plus pensées, vidéos donc campagne par exemple, elles sont plus pensées pour être consommées rapidement. Putain, Macron là, vraiment. Un triangle de Bermude. Euh, mais c'est fait, du coup, les vidéos, ouais, elles sont faites pour être regardées, contemplées. Là, et même, je pense, vous voyez, on observe quand même un retour du format long sur YouTube, sur TikTok. On a des plans fixes en opposition, en fait, à l'hyperactivité visuelle de TikTok. Et il y avait un article récent de BOF, enfin récent, je l'avais vu il y a quelques temps, mais je l'avais mis justement dans le mémoire du Ketamine Chic. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo du Ketamine Chic parce que là, ça fait sens. En fait, la dopamine, c'était sur la dopamine culture. Qui en fait, qui signifie concrètement, c'est que la mode, elle rivalise avec ses propres concurrents, les mêmes, TikTok, l'actu, les vidéos absurdes, le brain rot. Brain rot, comment je peux dire? L'exposition, enfin la surexposition à un contenu internet, mais genre à faible valeur ajoutée. Genre vraiment, enfin c'est con quoi, c'est une mauvaise qualité. Pas en résolution, hein, mais en contenu proposé quoi. Euh, le Ketamine Chic justement, je vais juste dire en une phrase. Ça veut dire l'incarnation de toutes ces sous-tendances qui sont sorties, qui durent plus que des saisons, parfois quelques semaines, voire quelques jours. C'est tous ces corps, cottagecore, blockcore, modwife, balletcore, qui se sont succédés à un rythme effréné. Et du coup, il y a une impression déjà de chaos esthétique. Ça veut dire que les silhouettes qui étaient proposées, elles étaient
très antagoniste, esthétiquement parlant. Il y avait beaucoup de layering. Bref, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée, mais tout ça, Keta Music, c'est le chaos d'Internet. Consommer la mode, comme consommer du contenu, quoi, c'était vraiment ça, c'était hyper éphémère. Fin 2025 surtout, t'avais un besoin quand même croissant de mise à distance d'un monde qui était trop exigeant, trop rapide, trop immédiat, je dirais. T'as un bruit en fait sans arrêt, tu vois, c'est une perceuse là, dans la tête, là, c'est un super. Et je pense même, du coup, les influenceurs, qui restent quand même, tu sais, des sources, enfin, comment je peux dire, pas des sources de confiance, mais si, c'est un peu, tu crois quand même les influenceurs sur ce qu'ils vont dire. Mais en 2026, je pense que les audiences, elles veulent se déconnecter. Il y a un truc de digital detox, le wellness, tout ça, mais là, aujourd'hui, ça chiffre vers vraiment un digital detox. Pourquoi, en gros, on veut un break sur les réseaux sociaux et être offline? Bah parce que désormais c'est un luxe de l'être en fait. Mais vraiment en plus. On l'a vu aussi tout au long de 2025. T'avais le boom des IA slop. Qu'est-ce que c'est? Slop là c'est vraiment des vidéos IA surréalistes mais qui sont tellement mal faites que du coup bah, ça se voit. T'as la montée donc du brain rot que je vous ai dit et t'as la tendance, enfin t'as plein de tendances sans signification. 6-7 qui, enfin ouais, non, qui veut rien dire. Et t'as plein de mèmes aussi de basse qualité bah, qui contribuent à ce shift en fait. Et bah, je pense que le non-sérieux, ce sera une tendance macro pour 2026. Mais dans toutes les catégories. Je pense que non seulement bah, t'as des vidéos, ok, enfin c'est pas juste les vidéos comiques, t'en as toujours eu, habitué sur TikTok, mais je pense que l'humour en 2026, ce sera plus ésotérique, plus noir, plus stupide, et encore plus d'ironie. Je pense, ah bah si, attends, je pense à Rod. Mais ils se sont penchés sur le brain rot sur TikTok. Au moins, vous avez capté ce que c'est brain rot. Parce que leur équipe, ou social media, enfin, en réseaux sociaux, ils ont partagé une publication de Hailey Bieber, leur fondatrice, en version IA, homme, avec des patchs sous les yeux, Rod. Donc, tu sais, c'est ça que j'ai peur. C'est comme d'habitude, les marques, elles vont vouloir être dans le coup et adopter cet humour noir, mais sans équilibrer. Et donc après, on aura un trop-plein. Et moi, à mon avis, d'ailleurs, un trop-plein, et surtout, on va se dire, putain, mais enfin, qu'est-ce qu'elles sont connes, ces marques, mais concentrez-vous plutôt, enfin, moi, à mon avis, profitez en fait de vos plateformes pour communiquer ça, là, sur les causalités et les problèmes qui sont autour de nous, quoi, qui sont beaucoup plus graves en plus. Et j'ai un dernier point, parce que je ne veux pas non plus trop dire sur mes prospectives 2026 que je vais faire dans ma vidéo vraiment. Je vais vous montrer. Ça, craft. Oula, très mal vu. Craft. Le craft, pour moi, c'était le mot 2025. C'était la première campagne de Louis Strother qui mettait en main, enfin qui mettait en avant les mains des artisans. Je crois que c'était le nom en plus, c'était genre The Craft is the new, pas beginning, mais je sais plus un truc comme ça. T'avais le sac puzzle de l'OEV qui avait été communiqué, enfin tu voyais tout behind the scene, comment il avait été fait. Donc t'avais vraiment aussi l'authenticité qui était mise en avant. Et qui, je pense, Alex Consagny, qui était Model of the Year fin 2024, et qui après 2025 a tout vraiment régné. Mais même si 2025, c'était un peu cette promesse, t'avais quand même les Nepo Babies, pardon, mais qui ont cessé de croître, on en a toujours plus. Hein. Moi, 2024, je m'étais arrêté au Hadid, au Jenner, la fille de Nicole Kidman qui avait ouvert Miu Miu Prada. Mais voilà, on se disait, bon, ça va retomber comme un soufflet. Ou tu sais, Lily Rose Depp. Et d'ailleurs, j'ai un truc sur Lily Rose Depp. Mais bref. Mais là, il y a des Nepo Babies vraiment, mais elles sont éclos de partout. Moi, j'en ai ras le cul. Hein. Franchement, Babies, du coup, c'est ouais, fils 2, fille 2 qui ont des opportunités pro grâce à leur lien, de filiation, on va dire. J'avais pensé au chiffre de Kylie Jenner. Rien à voir, hein, mais enfin, rien à voir si. Kylie Jenner, récemment, elle a fait un petit chiffre. Déjà, elle est avec Timothée Chalamet, qui est vraiment la hit boy depuis toujours. Mais surtout en ce moment, parce qu'il fait plein de blockbusters, enfin voilà, il est très présent, mis un post, genre c'était un peu un moment brut, sans filtre, Kylie elle était sans maquillage, pyjama, pas de lumière parfaite, moins de distance, le cadrage était un peu instable, genre pris à la main sur le vif, tu sais ça donne une sensation genre t'es présent dans l'instant, en plus t'avais un petit grain, enfin bref.
felt like on this island, baby. I was giving you, I was being oh my nice God. by giving each of you one chip. I with that, but I knew But Kai, we that are that your was best gonna make friends. you want more, We're and I your best still friends. gave you one. We are your best friends, and we want the chip that you have in your stomach. Why wouldn't you share? There's Kylie. so many other options. Why Tu sens que c'est tellement marketé, mais encore une fois, ça fait du bien, c'est un peu candide, donc t'as quand même, bon, il y a encore une fois cette valorisation de l'authenticité, à défaut justement de leurs chirurgies qui sont pas assumées. Bref, et qui se poursuit avec pour moi la campagne Saint-Laurent, Spring 26. Avec Bella Hadid, t'as du grain, t'as une texture rétro qui éveille les souvenirs un peu années 2000. Pourquoi? Parce qu'en plus t'as la nostalgie qui fait sens. Parce que ils ont réintroduit en fait leur sac Mombasa, je crois que c'était ça le nom, qui était dévoilé dans une collection printemps-été 2002, et donc qui encore une fois est une réédition, qui encore une fois en regardant le rétro, donc c'est la nostalgie qui est recherchée. Et qu'est-ce qu'on a d'ailleurs là dans les séries, films, des adaptations, des revivals, on a Toy Story 5 qui revient, un Spider-Man cet été qui va sortir. C'est pour ça que début 2026, d'ailleurs je vais diviser deux tranches. T'as l'escapisme, début 2026 dans le sens un peu familiarité, qui continue dans cette ligne familiarité, authenticité, mais qui va quand même vers un truc un peu nostalgique. Et fin 2026, qui est là du coup pour moi la partie tendance que je vais vous faire du coup dans l'autre vidéo, où là on va être dans un escapisme premier degré, vraiment évocateur d'ailleurs, un peu futuriste, vraiment on veut s'évader loin de la réalité. La réalité qui est très sombre. Mais parce que déjà, il y a eu quand même quelques campagnes. Il y a eu Zendaya pour On, qui était en astronaute. Il y a eu Gentle Monster, je crois que c'était The Hunt, le nom de la campagne, avec Hunter Schaeffer, et qui la met en avant de manière hyper stylisée. Donc c'est vraiment des narrations cinématographiques là, typiques de cet escapisme un peu surréaliste. Et surréaliste pourquoi? Narnia. C'est pour ça que ça fait sens. C'est pas non plus Narnia. Ok, ça évoque la nostalgie, mais ça évoque surtout un nostalgie donc qui fait sens à ce début 2026. Mais ça évoque aussi du coup cet univers fantastique, surréaliste. Et je m'étais noté, le monde de Narnia, c'est vrai que ça a toujours été extrêmement humain. Donc voilà, c'est pas non plus complètement gadget. On n'est pas non plus dans le truc futuriste, robot, voiture volante. On est dans un escapisme qui est plus fantaisiste, plus surréaliste, mais quand même profondément humain. Début 2026, on veut du confort, on veut des séries-films. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs des séries-films qui sont adaptés de livres, des romans qu'on connaît, parce que déjà c'est sûr de rameuter une audience avertie, et c'est des retours nostalgiques attendus. D'ailleurs, ça me fait penser au Wuthering Heights, qui est moins subtil dans le côté nostalgique, mais on a des visages très familiers déjà. Jacob Elordi, Margot Robbie. Donc déjà, c'est sûr que ça va être un peu vu. Mais je crois qu'ils sont dans un registre un peu drame romantique, gothique, avec un narratif très intense, mais encore une fois, c'est inspiré... Enfin, Wuthering Heights avait été repris, mais genre plein de fois par des films. Je me souviens de celui avec Juliette Binoche. Encore une fois, c'est que ça. Il n'y a vraiment pas de nouveauté. Là, on veut vraiment de l'émotion qui nous fait du bien. Tu vois, c'est comme la comfort food. Moi, je fais mes pâtes pesto rosso tout le temps parce que je connais, ça me fait du bien, quoi. Et c'est ça, là, en ce moment, et du coup, qui va s'étendre, je pense, encore là, quelques mois. Les Watch Party de Lias, qu'on avait eu en 2025, c'est pour ça, j'ai parlé de Digital Detox, mais on nie pas quand même les réseaux sociaux, parce que les Watch Parties, c'est quand même été né online, hein. Mais ça répondait à ce besoin de se rassembler, de se connecter, d'être une communauté, et en parallèle, tu avais le magazine Art et Culture, je crois que c'était ça, qui a ouvert chez Chanel. Il y avait la librairie Dries Van Noten, tu avais le club littéraire In Real Life, ta gueule avec les mots anglais, mais In Real Life du coup de Miu Miu. Donc on a été introduit quand même à des écosystèmes là, culturels récemment, mais par contre conçus pour les happy few. C'est-à-dire pas tout le monde pouvait aller au club de littérature de Miu Miu. Donc c'est pour ça. C'est réservé pour les happy few, pas pour le contenu, parce qu'en plus on communique pas. On veut gatekeeper. Donc gatekeeping, alors moi c'est souvent ça, par exemple pour Mamiche, là, ceux qui connaissent la boulangerie Mamiche à Paris, au début moi je disais ouais, j'ai pris ça, j'ai pas envie de dire l'adresse.
Parce qu'en fait, je voulais pas qu'il y ait trop de queue, je voulais pas qu'il y ait trop de monde, je voulais que ce soit ma petite adresse à moi. Mais c'est ça, gatekeeper. Et c'est pour ça que je pense, du coup, 2026, tu as le rejet, du coup, de l'IA Slop, que je vous ai dit. Euh, donc la déconnexion, qui va, du coup, qui fait sens, en fait, parce que, en fait, la déconnexion, ça laisse place aussi aux autorités de revenir en tant que, bah, c'est moi qui régis, bah, je pense à la mode. La mode, aujourd'hui, c'est plus elle, du coup, qui régit les tendances, qui régit, bah, comment on doit s'habiller, quoi. Donc, ouais, je pense que ça laisse place aussi à potentiellement que la mode reprenne son rôle, son rôle. Enfin, du moins, ça c'est peut-être l'ambition un peu naïve que j'ai. Euh, et après, je m'étais noté, ouais, que bah, on peut avoir un goût à l'imperfection, l'humanité, un optimisme. C'est vrai que je me suis dit ça, un optimisme qui est quand même assez réaliste et s'engager avec ce qui nous résonne quand même profondément, au lieu de chercher des moments viraux. Donc c'est ça aussi dans cette déconnexion. C'est une quête quand même assez multiple. Justement, on prend le temps de faire de la curation, on prend le temps de faire du chinage. Vous savez, en free, par exemple, on fait plus du copier-coller d'un scroll que tu as vu sur TikTok. Là, maintenant, on veut comprendre, on veut trouver par nous-mêmes. Euh, et il y a ce désir, du coup, d'une existence plus calme. Euh, qui, bah, je pense, les marques espèrent, les marques, ou même, ou plutôt les journalistes, peut-être d'ailleurs, pensent que ça va affecter nos comportements en ligne. Pour votre business, c'était que ouais, les jeunes consommateurs en ligne, ils recherchent des plateformes plus calmes, des espaces de médias sociaux plus intimes et personnels. Donc ça va de la section des commentaires à Pinterest, Roblox, enfin Roblox peut-être pas, mais aussi Roblox aussi. Reddit, Substack. Substack, moi d'ailleurs je me suis inscrit. Là, ça commence vraiment à muter là. Substack, Discord. euh, et je pense justement que en 2026, ce sera plus simple pour les marques d'aller chercher des influenceurs Substackers et Discord. Parce qu'ils sont suivis pas juste pour leur esthétique, leur look, leur gueule, ils sont suivis pour leur perspective, leur point de vue. Et ce type de créateur, ça prouve qu'il y a, je dirais, une sophistication de nos audiences parce qu'on recherche davantage de profondeur, de goût, de substance et pas le brain rot. J'ai beaucoup débité, mais ouais, c'est un peu mon point de vue, donc mon point de vue sur la mode actuelle. Et bah, je vous dis à très vite pour la suite.